La première fois qu'Enzo m'a touché, c'était dans l'arrière-boutique de la licoristerie, avec l'odeur de vin renversé et de sang frais qui se mêlait dans l'air. Il avait la main serrée contre ma taille, les doigts tachés de rouge, pendant que j'essayais de lui bander le flanc, là où la balle avait effleuré la peau. Son regard était de glace fondue, ses yeux bleu-gris qui semblaient traverser tout. Et quand il m'attrapa la nuque de l'autre main, j'ai senti le monde s'arrêter. « Tu n'aurais pas dû me sauver, Brésilien », murmura-t-il dans cet italien fermé que je comprenais à peine. Mais la chaleur de son haleine contre ma bouche n'avait pas besoin de traduction. « Et toi, tu ne devrais pas saigner dans mon magasin, répondis-je, essayant de paraître ferme, même si ma voix se brisa. Son pouce parcourut ma mâchoire, lentement, délibérément, comme s'il mémorisait chaque angle de mon visage. La cicatrice qui lui barrait du menton jusqu'au cou se tendit quand il sourit, un sourire qui n'avait rien d'amical. Avant que je puisse réaliser, il m'embrassa. Ce ne fut pas doux, ce fut une pure faim, dent contre mes lèvres, sa langue exigeante et la pression de son corps contre le mien, si forte que je dus m'accrocher au revers de son costume pour ne pas tomber. Il sentait le tabac cher, le sang et quelque chose de plus sombre que je ne savais pas nommer, mais qui me fit trembler. Quand il se sépara, me laissant sans souffle et le cœur au bord de l'explosion, il me regarda comme s'il avait déjà décidé quelque chose d'irréversible. « Maintenant tu es à moi, Iago, et le pire, c'est que je n'eus aucune envie de le nier. Si tu veux suivre cette histoire, abonne-toi à la chaîne, s'il te plaît. J'aimerais beaucoup savoir de quelle ville tu regardes ça. Laisse-le en commentaire. Et quand tu auras fini d'écouter tout, donne-moi une note de 0 à 10 et dis-moi ce qui t'a le plus plu. Ton avis compte énormément pour moi. » Tout a commencé 3 mois avant ce baiser, par une après-midi d'août écrasante à Naples, où la chaleur faisait suer jusqu'aux pierres anciennes. Cela faisait 6 mois que je vivais en Italie, 6 mois que je travaillais dans cette minuscule licoristerie au cœur du quartier Sanita, un endroit où les touristes n'osaient pas mettre les pieds et où les locaux parlaient dans des dialectes que mon italien basique ne déchiffrait pas. Le patron, un vieil homme nommé Pino, avec plus de rides que de mots, m'avait embauché parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour porter les caisses et parce que, selon lui, j'avais une tête de brave type. Je ne lui avais pas menti lors de l'entretien, mais je ne lui avais pas non plus tout dit, que j'avais fui le Brésil à la recherche de quelque chose que je ne savais même pas définir, que ma famille était un désastre et que l'oncle qui était censé m'attendre en Europe avait disparu sans laisser de traces des années plus tôt. Le magasin était un refuge étrange. Étagères en bois sombre, bouteilles alignées comme des soldats, étiquettes en italien, français, écossais. J'ai appris vite. J'avais un don pour les saveurs, quelque chose que j'avais découvert par hasard quand Pino m'avait fait goûter un Barolo et que j'avais pu lui dire, sans savoir comment, qu'il venait de Serralunga et qu'il avait vieilli en fût de chêne français. Il m'avait regardé comme si j'étais un fantôme. « Comment tu sais ça ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas. Je le sais, c'est tout. » À partir de là, il m'a laissé m'occuper des recommandations pour les clients les plus exigeants, ces hommes en costume sombre qui entraient avec la solennité de ceux qui vont à la messe et ressortaient avec des bouteilles enveloppées de papier noir. Je ne posais pas de questions. Dans ce quartier, poser des questions était un moyen rapide de finir au fond du port. Enzo est entré un mardi après-midi, alors que le soleil brûlait encore les ruelles étroites et que je réorganisais les bouteilles de whisky sur l'étagère du haut. J'ai entendu la clochette de la porte et en me retournant, je l'ai vu. Grand, impeccable, avec ce costume noir qui semblait absorber la lumière et une chemise blanche si propre que ça faisait mal aux yeux.
les cheveux plaqués en arrière avec du gel, pas un cheveu qui dépassait, et cette cicatrice au menton qui lui donnait une aura de danger maîtrisée. Mais ce sont ses yeux qui m'ont cloué sur place, bleu-gris, froid, calculateur, comme s'il savait déjà tout de moi en un seul regard. « Buongiorno » dis-je en descendant de l'escabeau avec plus de précipitation que nécessaire. Mon italien sortit maladroit, mêlé d'accent portugais. « En quoi puis-je vous aider ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il marcha jusqu'au rayonnage de vin, effleurant les bouteilles du bout des doigts, alignant des étiquettes qui étaient déjà parfaitement droites. C'était un geste étrange, presque obsessionnel. Quand il parla enfin, sa voix était grave, posée, comme si chaque mot était un contrat. « Je cherche un Brunello », dit Montalcino. « Millésime 2015. Pas n'importe lequel, le meilleur que vous ayez. »« J'en ai un de Biondi Santi », répondis-je, essayant de ne pas paraître nerveux. « C'est cher, mais c'est le meilleur de cette année-là. » Il me regarda alors, vraiment, et un frisson me parcourut l'échine. Il y avait dans ce regard quelque chose qui n'était pas seulement de la curiosité. C'était une évaluation, comme s'il décidait si mon visage valait la peine d'être mémorisé ou effacé de sa mémoire. « Apporte-le », ordonna-t-il. Je suis allé dans l'arrière-boutique, j'ai sorti la bouteille de sa caisse en bois et je suis revenu avec précaution. En la lui tendant, nos doigts se sont frôlés une seconde. Sa peau était froide, les cicatrices sur ses phalanges rugueuses. Il n'a rien dit, mais j'ai vu quelque chose changer dans son expression, presque imperceptible. « Tu es brésilien ?» demanda-t-il soudain. « Oui. Comment vous l'avez su ?»« Ton accent. Et le tatouage. » Il désigna mon avant-bras, où la phrase en portugais se lisait clairement. « Ça veut dire quoi ?»« Rien d'important, » mentis-je en baissant la manche de mon t-shirt. Il sourit. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le genre de sourire qui te fait comprendre que le mensonge n'a pas pris, mais que pour l'instant, on te le pardonne. « Emballe-la » dit-il en posant une liasse de billets sur le comptoir, sans attendre la monnaie, et dit à Pino que Lorenzo Vitale approuve sa sélection. Il partit sans rien ajouter, et je restais là, l'argent à la main et le cœur qui battait trop vite. Je ne savais pas qui était Lorenzo Vitale, mais la façon dont il avait prononcé son nom, comme une déclaration de pouvoir, me fit comprendre que je venais de franchir une ligne invisible. Pino arriva 1 heure plus tard, et en voyant l'argent, il blêmit. Qui a acheté ça? Un certain Lorenzo Vitale. Le vieil homme ferma les yeux, soupira profondément et posa une main sur mon épaule. « Iago, écoute-moi bien, cet homme n'est pas un client ordinaire. C'est un capot de la Camorra. S'il revient, traite-le avec respect. Ne pose pas de questions. Ne le regarde pas trop. Et pour l'amour de Dieu, ne te mets pas dans ses affaires. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. « Je veux dire que s'il te trouve utile, il t'utilisera. Et s'il te voit comme un problème, tu disparaîtras. » Cette nuit-là, allongé dans mon petit appartement aux murs humides et avec le bruit des scooters dans la rue, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à lui, à ses yeux froids, à son sourire calculé, à la façon dont il avait aligné les bouteilles, comme s'il voulait contrôler jusqu'au chaos d'une vieille licoristerie. Et ce qui m'effrayait le plus, au fait qu'une partie de moi voulait qu'il revienne. Enzo revint 2 jours plus tard, même heure, même costume impeccable, même aura d'autorité silencieuse. Cette fois, il demanda un whisky écossais, Lagavulin 16 ans. « Tu sais distinguer les whiskies brésiliens ?» demanda-t-il en s'appuyant contre le comptoir. « Un peu, répondis-je, même si c'était faux. Je les distinguais tous. » Il ouvrit la bouteille sans demander la permission, servit 2 verres et m'en tendit un. Ce n'était pas une invitation, c'était un ordre. « Goûte, dis-moi ce que tu ressens. » Je le regardais, déconcerté, mais je pris le verre.
L'odeur de tourbe et de mer me frappa avant même d'y goûter. Je bus une petite gorgée, laissai le liquide me brûler la langue et fermai les yeux. Tourbe lourde, côte ouest de l'Écosse. Probablement Islay, fût de chêne américain. Une touche sucrée à la fin, comme du miel fumé. Quand j'ouvris les yeux, Enzo me regardait avec quelque chose qui aurait pu être de la surprise, si les hommes comme lui pouvaient être surpris facilement. « Exact », dit-il, et pour la première fois, sa voix sonna réellement intéressée. « Comment tu sais ça ?»« Je ne sais pas. Je le sais. C'est tout. » Il resta silencieux, m'observant comme s'il résolvait une énigme. Puis, sans prévenir, il fit un pas vers moi, réduisant l'espace entre nous jusqu'à ce que je sente la chaleur de son corps. « Tu es intéressant, Iago Martin. » Entendre mon nom complet dans sa bouche me fit trembler. « Comment vous connaissez mon nom ? Je sais beaucoup de choses. » Il but une autre gorgée de whisky sans cesser de me regarder. « Et maintenant je sais que tu as un talent qui pourrait m'être utile. » Je n'aimais pas la façon dont il prononça ce mot. Utile. Comme si j'étais un outil, quelque chose qu'on utilise et qu'on jette. Mais avant que je puisse répondre, Enzo posa son verre vide sur le comptoir, ajusta ses manchettes et partit, laissant derrière lui cette odeur de tabac cher et une tension dans l'air qui ne disparut que des heures plus tard. Ce fut la première fois que je réalisai que Lorenzo Vitale n'était pas seulement dangereux, il était magnétique. Et moi, idiot que j'étais, je tombais déjà. N'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour suivre cette histoire. Les visites d'Enzo devinrent une routine. Tous les mardis et vendredis, ponctuel comme une horloge suisse, il apparaissait dans la licoristerie avec son costume impeccable et cette présence qui rendait l'air plus dense. Il ne demandait jamais deux fois la même chose. Un jour, c'était un Amarone della Valpolicella. Le lendemain, un Bourbon du Kentucky. Et toujours, il me faisait goûter et décrire. Comme s'il me testait, mesurait ma valeur à chaque gorgée. Et moi, idiot que j'étais, je jouais le jeu sans connaître les règles. « Dis-moi, Iago, » dit-il un après-midi en s'appuyant contre le comptoir, avec cette posture décontractée qui ne trompait personne. « Pourquoi es-tu venu à Naples ?»« Pour le travail, répondis-je, sans le regarder dans les yeux. »« Mensonge. » Son ton n'était pas accusateur. C'était simplement une constatation, comme quand on dit que le ciel est bleu. Je me forçai à soutenir son regard, et l'espace d'une seconde, je vis dans ses yeux bleu-gris quelque chose qui n'était pas de la froideur. C'était une curiosité sincère. Je cherchais quelqu'un, avouai-je, sans savoir pourquoi je lui disais la vérité. Mon oncle, il a disparu il y a des années, et mes parents disaient qu'il vivait ici. Mais quand je suis arrivé, personne ne savait rien de lui. Enzo ne dit rien. Il resta là à m'étudier, comme s'il lisait entre les lignes d'un livre. Puis, sans prévenir, il tendit la main et effleura du pouce le tatouage sur mon avant-bras, où la phrase en portugais se lisait clairement. « Ça veut dire quoi ?»« Quem tem coragem não tem a escuridão » murmurai-je. « Celui qui a du courage ne craint pas les ténèbres. » Ses lèvres se courbèrent en quelque chose qui aurait pu être un sourire, mais il y avait trop d'obscurité dedans pour en être sûr. Intéressante philosophie pour quelqu'un qui travaille dans un quartier où les ténèbres dévorent les lâches. « Je ne suis pas un lâche, » répliquai-je avec plus de fermeté que je n'en ressentais. « Je sais. C'est pour ça que tu es encore là. » Il lâcha mon bras et recula d'un pas, mais la chaleur de son contact resta sur ma peau comme une marque. Cette nuit-là, quand je fermais le magasin, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander ce qu'il avait voulu dire par là. Les semaines passèrent et Enzo devint une partie de ma vie d'une manière que je ne savais pas nommer. Il n'était pas un ami, certainement pas seulement un client. C'était quelque chose de plus dangereux, quelque chose qui me tenait éveillé la nuit
à penser à ses mains marquées de cicatrices et à la façon dont il prononçait mon nom, comme une promesse et une menace à la fois. Un après-midi, pendant que je rangeais des caisses dans l'arrière-boutique, j'entendis des voix à l'avant. Ce n'étaient pas des clients normaux. Il y avait de la tension dans l'air, le genre de tension qu'on apprend à reconnaître quand on vit dans un endroit comme Sanita. Je jetai un œil prudent et vis 3 hommes qui encerclaient le comptoir. Pino, le patron, était pâle, les mains tremblantes, pendant qu'un gros type avec des chaînes en or et des tatouages au cou se penchait sur lui avec un sourire qui n'avait rien d'amical. « Pino, Pino, Pino », disait-il avec cet accent napolitain fermé que je comprenais à peine. « Où est l'argent de cette semaine ?»« Je vous ai déjà payé », répondit Pino d'une voix brisée. « Je l'ai donné à Lorenzo Vitale, comme toujours. » Le gros se mit à rire, un son désagréable qui me fit serrer les poings. « Vital ne commande plus ici. Maintenant, c'est nous qui commandons. Et si tu ne payes pas, ce joli magasin va avoir un accident. » Je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être la rage de voir Pino, un vieil homme inoffensif, menacé. Peut-être cette phrase idiote, tatouée sur mon bras, qui me rappelait que je ne pouvais pas être lâche. Ou peut-être simplement que je suis un impulsif qui ne sait pas quand se taire. Je sortis de l'arrière-boutique et me plantai devant le comptoir. « Sortez d'ici », dis-je dans mon meilleur italien, même si ma voix tremblait. Tout de suite. Les 3 types me regardèrent comme si je venais de me matérialiser de nulle part. Le gros rit de nouveau, mais cette fois, il y avait quelque chose de plus sombre dans son rire. « Et toi, t'es qui, sale Brésilien de merde ?» Quelqu'un qui n'a pas peur d'appeler la police. Ce fut la menace la plus pathétique de ma vie, et ils le surent. Le gros fit un pas vers moi, et je reculai jusqu'à ce que mon dos heurte l'étagère. J'étais sur le point de me ridiculiser, ou pire, quand la clochette de la porte retentit à nouveau, et qu'une voix froide, létale, emplit l'espace. « Il y a un problème ici ?» Enzo. Il se tenait sur le seuil, les mains dans les poches de son costume, et ce regard de glace qui aurait pu geler l'enfer. Sang. Les 3 types se raidirent immédiatement, et le gros, qui quelques secondes plus tôt semblait si sûr de lui, blêmit visiblement. Vital. On ne savait pas que ce magasin est à moi, coupa Enzo, en avançant lentement vers eux comme un prédateur qui accule sa proie. Que ce vieux paye sa protection à ma famille depuis 20 ans, ou que si quelqu'un touche à un seul cheveu de ce qui m'appartient, il finit au fond du port. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le gros déglutit, regarda ses complices, puis de nouveau Enzo, qui était maintenant si près qu'on pouvait voir les veines de son cou se tendre. « C'était un malentendu, Capo. Ça ne se reproduira plus. » « J'espère bien, dit Enzo avec ce calme terrifiant qui était pire que n'importe quel cri. Maintenant dégagez avant que je change d'avis. » Les 3 types filèrent du magasin comme si le diable leur courait après. Quand la porte se referma, le silence revint. Mais cette fois, il était différent. Enzo se tourna vers moi, et dans ses yeux, il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu avant, de la fureur. « Qu'est-ce que tu croyais foutre ?» demanda-t-il en avançant vers moi à pas lents, délibéré. Je voulais juste défendre Pino, jouer les héros. Sa voix était basse, dangereuse. Ces hommes t'auraient tué, Iago, sans réfléchir à 2 fois. Tu comprends ça? Oui, mais il n'y a pas de mais. Il était si près maintenant que je sentais son souffle. Tu es trop impulsif, trop courageux pour ton propre bien. Et tu voulais que je fasse quoi? Que je reste caché? Oui, exactement ça. On se regarda fixement, et à cet instant, quelque chose changea. La colère dans ses yeux se transforma en quelque chose de plus sombre, de plus intense. Il leva une main,
et avec une lenteur qui me fit trembler, effleura ma joue de ses phalanges. « Tu es un problème brésilien, murmura-t-il presque pour lui-même. Un problème dont je ne sais pas quoi faire. » Avant que je puisse répondre, il s'écarta brutalement, ajusta son costume et sortit du magasin sans rien ajouter, me laissant là avec le cœur qui battait si fort que je crus qu'il allait exploser. Cette nuit-là, Pino m'appela dans son petit bureau à l'arrière. Il était assis derrière son bureau, une bouteille de grappa à moitié vide et une expression que je ne lui avais jamais vue. « Assieds-toi, Iago », dit-il en désignant la chaise en face de lui. Je m'assis, nerveux. Pino remplit 2 verres et m'en tendit un. « Il faut que tu comprennes quelque chose », commença-t-il en me regardant droit dans les yeux. « Lorenzo Vitale n'est pas un homme à qui on veut devoir des faveurs. Et maintenant, à cause de ce que tu as fait aujourd'hui, tu lui en dois une. Je n'ai rien fait. C'est lui qui a décidé d'apparaître. Il est apparu parce que tu lui importes. Et ça, mon garçon, c'est bien plus dangereux que de lui devoir de l'argent. » Je bus la grappa d'un trait, sentant comme elle me brûlait la gorge. Je ne voulais pas l'admettre, mais Pino avait raison. J'avais franchi une ligne invisible, et il n'y avait plus moyen de revenir en arrière. Le lendemain, Enzo ne vint pas, ni le surlendemain, ni le jour d'après. Une semaine entière passa sans le voir, et je me surpris à le chercher dans chaque client qui entrait, ressentant une déception irrationnelle à chaque fois que ce n'était pas lui. Je devenais fou, et le pire c'est que je ne savais pas pourquoi. Quand il réapparut enfin, c'était un vendredi soir, juste avant la fermeture. Son costume était froissé, ce que je n'avais jamais vu chez lui, et il y avait une tache de ce qui ressemblait à du sang sur le poignet de sa chemise. Il me regarda avec ses yeux fatigués, et sans un mot, ferma la porte à clé derrière lui. « Enzo » demandai-je inquiet. « Ça va ?»« Non » répondit-il avec une sincérité qui me désarma. « Mais ça ira. » Il marcha vers moi, et avant que je puisse réagir, m'attrapa par la taille et me serra contre lui. Il sentait la fumée, le sang et ce tabac cher que j'associais déjà à lui. Son cœur battait aussi fort que le mien. « Ça fait une semaine que j'essaie de rester loin de toi, » murmura-t-il contre mes cheveux. « Une semaine à me dire que tu es un problème que je ne peux pas me permettre. » Et ma voix sortit à peine comme un fil. Et j'ai échoué. Il m'écarta juste assez pour me regarder dans les yeux, et ce que j'y vis me fit trembler. Ce n'était pas seulement du désir, c'était quelque chose de plus profond, de plus dangereux, quelque chose que je savais qui nous détruirait tous les deux, mais qu'il était déjà trop tard pour arrêter. « Dis-moi d'arrêter, » murmura-t-il en effleurant son nez contre le mien. « Dis-moi de te laisser tranquille, et je le ferai. Je te le jure, j'aurais dû le faire. J'aurais dû lui dire de partir, de me laisser vivre ma vie simple et tranquille. Mais à la place, je fis le pire que je pouvais faire. N'arrête pas. » Et il n'arrêta pas. Il m'embrassa comme si c'était la dernière fois, comme si le monde s'écroulait et que je sois la seule chose qui comptait. Ses lèvres étaient exigeantes. Sa langue réclamait chaque recoin de ma bouche, pendant que ses mains s'enfonçaient dans mes cheveux, défaisant mon chignon et tirant assez fort pour me faire gémir. Il me poussa contre le comptoir, son corps dur pressé contre le mien, et je sentis chaque centimètre de lui, de la tension dans ses muscles, jusqu'au renflement croissant entre ses jambes qui me fit halter. « Tu es à moi, Iago » grogna-t-il contre mes lèvres en mordant ma lèvre inférieure, jusqu'à presque me faire saigner. « Dès l'instant où tu es entré dans ce magasin, tu étais à moi. » Je ne protestais pas. Je ne pouvais pas. Parce qu'au fond, je savais qu'il avait raison. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce baiser dans la licoristerie marquerait le début de quelque chose de bien plus sombre que tout ce que j'avais imaginé. Enzo ne revint pas au magasin le lendemain.
À la place, un de ces hommes, un type maigre aux yeux de serpent, m'apporta un mot écrit de cette écriture parfaite que je reconnaissais déjà comme la sienne. Il n'y avait qu'une adresse et une heure. Rien d'autre. J'aurais dû le jeter. J'aurais dû continuer ma vie et oublier ce qui s'était passé. Mais je ne l'ai pas fait. À 20 heures, j'étais devant un immeuble ancien au centre de Naples, le cœur dans la gorge pendant que je montais les escaliers jusqu'au 3e étage. La porte était entr'ouverte. J'entrais. L'appartement était élégant d'une façon à laquelle je ne m'attendais pas. Meubles en cuir sombre, bibliothèque pleine de livres en italien, russe, anglais. Un tourne-disque dans le coin jouait de l'opéra à voix basse. Et là, près de la fenêtre avec un verre de vin à la main, se tenait Enzo. Sans veste, juste la chemise blanche avec les premiers boutons défaits, révélant le début de cette poitrine marquée de cicatrices qui racontait des histoires que je n'osais pas demander. « Tu es venu », dit-il sans se retourner. « Tu pensais que je ne viendrais pas ? J'espérais que tu serais plus intelligent. » Il se tourna alors et me regarda avec cette intensité qui me faisait me sentir nu. Il posa son verre sur la table et marcha vers moi, à pas lents, calculé. « Sais-tu ce que c'est, Iago ?» demanda-t-il en désignant l'espace entre nous. « Comprends-tu dans quoi tu t'embarques ?»« Non, avouai-je d'une voix tremblante. Mais je veux le savoir. » Quelque chose dans son expression s'adoucit, juste un peu, assez pour que je voie l'homme derrière le masque du mafieux. « Je ne suis pas bon pour toi. Je ne suis pas le genre d'homme avec qui tu devrais être. Je le sais déjà. Mais tu ne vas pas partir, n'est-ce pas ? » Je secouai la tête. Je ne pouvais pas. Peu importe si mon cerveau me criait de fuir, mon corps refusait de bouger. Enzo soupira, passant une main dans ses cheveux, défaisant cette coiffure parfaite. « Alors il faut que tu comprennes les règles. Quand tu seras avec moi, tu seras sous ma protection. Mais ça veut dire que tu m'appartiens. Tu ne sors avec personne d'autre. Tu ne parles de moi à personne. Tu ne poses pas de questions sur mon travail. Compris ? Et toi ? demandai-je, sentant une étincelle de rébellion. Tu suis les mêmes règles ? Son sourire fut sombre, possessif. Je n'ai pas besoin de règles, brésilien. Mais si ça peut te rassurer, je n'ai d'intérêt pour personne d'autre que toi. Ces mots auraient dû me terrifier. Ils auraient dû me faire fuir en courant. Mais à la place, je sentis une chaleur étrange dans la poitrine, quelque chose de dangereusement proche du bonheur. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Enzo m'emmenait dans des endroits que je n'avais jamais imaginés. Restaurants privés où les serveurs le traitaient comme un roi. Belvédère secret d'où on voyait tout Naples briller sous la lune. Entrepôt abandonné où il m'apprenait à tirer, ses mains guidant les miennes sur l'arme pendant que son souffle chaud effleurait mon oreille. Et la nuit, dans cet appartement élégant, il m'enseignait d'autres leçons. Comment embrasser jusqu'à couper le souffle, comment toucher jusqu'à faire trembler, comment se donner complètement à quelqu'un sans perdre la dernière étincelle de dignité. Mais j'ai aussi appris sur son monde, les guerres silencieuses entre clans, les trahisons, le sang qui tachait chaque euro qui passait entre ses mains. J'ai rencontré sa famille criminelle, des hommes durs avec des cicatrices et des regards morts qui m'évaluaient comme une menace. Des femmes à l'élégance létale qui chuchotaient sur moi dans les coins. J'étais le nouveau jouet du capot, le Brésilien étrange qui n'avait pas sa place là, mais qu'Enzo, pour une raison inconnue, avait décidé de garder près de lui. Une nuit, alors qu'on était allongé dans son lit, les draps emmêlés autour de nos jambes et la sueur qui séchait sur notre peau, j'osais lui poser la question qui me rongeait. Pourquoi moi, Enzo ? De toutes les personnes à Naples, pourquoi moi ? Il resta silencieux un moment, traçant des cercles distraits sur ma poitrine avec ses doigts. « Parce que tu n'as pas peur de moi, dit-il enfin.
Ou plutôt, tu as peur, mais ça ne t'arrête pas. Tu es impulsif, têtu, trop courageux pour ton propre bien. Tu me rappelles quelqu'un que j'étais avant que ce monde me transforme en ce que je suis maintenant. Et tu es quoi maintenant? Un monstre, répondit-il avec une simplicité qui me brisa le cœur. Tu n'es pas un monstre. Il rit, mais il n'y avait pas de joie dans ce son. Yago, j'ai tué plus d'hommes que je ne peux en compter. J'ai ordonné des tortures. J'ai détruit des familles. Si ce n'est pas être un monstre, je ne sais pas ce que c'est. Je me redressai sur un coude pour le regarder dans les yeux. Les monstres n'écoutent pas d'opéra, ne lisent pas des livres en russe, ne restent pas éveillés la nuit à écouter des podcasts en portugais parce qu'ils souffrent d'insomnie. Son expression changea. Ce fut subtil, juste un éclair de vulnérabilité qui disparut aussi vite qu'il était apparu. Comment tu sais ça? Parce que je t'ai vu, Enzo. Vraiment vu. Oui, tu es dangereux. Oui, tu as fait des choses terribles, mais il y a autre chose. Quelque chose que tu essaies de cacher mais qui est là. Il m'attrapa la nuque et m'embrassa avec une désespérance que je n'avais jamais ressentie avant, comme s'il essayait de m'absorber, de faire de moi une partie de lui pour toujours. Mais tout n'était pas passion et nuit volée. Il y avait aussi la violence. Un après-midi, alors que je rentrais à mon appartement après avoir fermé le magasin, 2 hommes m'interceptèrent dans une ruelle. L'un me plaqua contre le mur, pendant que l'autre sortait un couteau. « T'es le petit cul de Vital, hein ?» cracha celui au couteau, avec un accent que je ne reconnus pas. « Dis à ton mec que le clan Esposito ne va pas le laisser contrôler les routes du vin encore longtemps. » Avant que je puisse répondre, il me donna un coup de poing dans l'estomac qui me coupa le souffle. Je tombai à terre, toussant, goûtant le sang dans ma bouche. Ils étaient sur le point de me passer à tabac quand j'entendis des coups de feu. 3, rapides et précis. Les 2 hommes s'écroulèrent comme des sacs, et quand je levai les yeux, Enzo était là, un pistolet à la main et ce regard froid d'assassin qui m'effrayait et m'excitait à parts égales. « Lève-toi » ordonna-t-il en rangeant l'arme. Il m'aida à me remettre debout, examinant mon visage avec des mains étonnamment douces. « Ça va ? » ?»« Oui, je... »« Enzo, tu viens de... » »« Je sais. Et je le referai 1000 fois si quelqu'un ose te toucher. Cette nuit-là, j'ai découvert quelque chose sur moi-même, que j'étais capable d'aimer un homme qui tuait sans ciller, capable de me sentir en sécurité dans les bras tachés de sang d'un mafieux. Et ça m'effrayait plus que n'importe quelle menace. Mais le pire restait à venir. Un après-midi, pendant que je parlais en visio avec ma mère au Brésil, elle lâcha une phrase anodine qui fit s'arrêter mon monde. « Au fait, Mijo, tu as trouvé des indices sur ton oncle Marcelo. Je sais qu'il travaillait pour des gens importants à Naples avant de disparaître. Ton père disait toujours qu'il était mêlé à des affaires louches avec une certaine famille Vital. Le téléphone me tomba des mains. Vital. Mon oncle avait travaillé pour la famille d'Enzo. Et soudain, tout prit sens. L'embauche rapide à la licoristerie. Le fait que Pino ne m'ait jamais posé de questions sur mon passé. La façon dont Enzo m'avait trouvé. Cette nuit-là, j'allais à l'appartement d'Enzo sans prévenir. J'entrai en furie et le trouvai en train de consulter des documents à son bureau. « Tu le savais ?» criai-je. « Tu savais que mon oncle travaillait pour ta famille ?» Il leva les yeux, et dans son regard, il n'y avait pas de surprise, juste de la fatigue. « Oui, je le savais. » « Depuis quand ? » ? « Depuis le début, depuis que tu es entré dans ce magasin. » Je me sentis comme frappé. « Tout ça était prévu ? T'approcher de moi, me séduire, tout faisait partie d'un jeu tordu. » Il se leva, contournant le bureau, mais je reculai. « Ce n'était pas comme ça, Yago. Au début, oui, je voulais savoir ce que tu faisais là, si tu venais chercher vengeance pour ce qui était arrivé à ton oncle. Mais après... »
Qu'est-ce qui lui est arrivé à mon oncle, Enzo? Dis-le-moi. Il soupira, passant une main sur son visage. Marcelo a trahi mon père. Il a volé de l'argent à la famille et a essayé de fuir au Brésil. On l'a retrouvé avant qu'il puisse partir. Mon père a ordonné son exécution. J'avais 18 ans. C'est moi qui ai appuyé sur la gâchette. Le monde s'effondra autour de moi. L'homme que j'aimais avait tué mon oncle. L'homme dans les bras de qui j'avais dormi, avec qui j'avais partagé des baisers et des secrets, avait détruit ma famille. Va-t'en, murmurai-je, sentant les larmes me brûler les yeux. Va-t'en et ne reviens jamais. Iago, va-t'en. Et il partit. Il me laissa là, dans son appartement, entouré des débris de quelque chose qui avait été magnifique et qui était désormais irrémédiablement brisé. 3 semaines passèrent depuis cette nuit-là. 3 semaines sans nouvelles d'Enzo. 3 semaines où j'essayais de me convaincre que je le haïssais, que tout ce qu'on avait eu n'était que mensonge, que c'était mieux comme ça. Mais les nuits étaient les pires. Je me réveillais en sueur, avec le fantôme de ses mains sur ma peau et le souvenir de sa voix qui me murmurait des promesses sombres qui ne signifiaient plus rien. Pinot me regardait avec inquiétude chaque fois qu'il me voyait arriver au magasin avec des cernes et une pâleur que je ne pouvais pas cacher. Mais il ne posait pas de questions. Dans ce quartier, personne ne posait de questions. Ce fut un après-midi de septembre que tout empira. Je rangeais des caisses dans l'arrière-boutique quand j'entendis la clochette de la porte. Je pensais que c'était un client de plus. Mais quand je sortis, je me retrouvai face à 2 hommes en costume sombre que je ne reconnus pas. Ce n'étaient pas des gens de la famille d'Enzo. Je le sus tout de suite à la façon dont ils me regardaient, comme si j'étais une proie facile. « Iago Martins », dit l'un d'eux avec un accent napolitain fermé. « Il faut qu'on parle. »« Qui êtes-vous » ?»« Police fédérale italienne. Nous avons quelques questions à vous poser sur vos activités dans ce magasin et sur votre relation avec Lorenzo Vitale. Mon sang se glaça. Ils me montrèrent leurs plaques et avant que je puisse réagir, m'escortèrent jusqu'à une salle d'interrogatoire au commissariat local. Pendant des heures, ils me bombardèrent de questions. Sur Enzo, sur les transactions du magasin, sur l'argent que faisait circuler la licoristerie. Ils me montrèrent des photos, des documents, des preuves que le magasin était une façade pour blanchir l'argent de la Camorra. « Nous savons que vous ne faites pas partie du clan Vital », dit le détective principal, un homme d'âge mûr aux yeux fatigués. « Mais vous êtes au milieu, que vous le vouliez ou non. Si vous collaborez avec nous, nous pouvons vous protéger. Sinon, vous finirez en prison, ou pire, au fond du port. » Je ne sais rien, mentis-je, sentant la sueur couler dans mon dos. Je travaille juste là. Je n'ai rien à voir avec les affaires de Vital. Vous êtes sûr? Parce que nous avons des photos de vous entrant et sortant de son appartement privé presque toutes les nuits pendant 2 mois. Des photos de vous dans des restaurants de luxe avec des membres connus de la Camorra. Vous espérez vraiment qu'on croit que vous travaillez juste là? Je n'avais pas de réponse. Ils m'ont laissé partir avec un avertissement. J'avais 1 semaine pour décider si je collaborais ou si j'affrontais les conséquences. Je suis sorti du commissariat en tremblant, sentant les murs du monde se refermer autour de moi. Cette nuit-là, Enzo est apparu dans mon appartement. Je ne sais pas comment il est entré, mais quand je suis arrivé, il était là, assis sur mon vieux canapé, une bouteille de whisky à moitié vide à la main. Il avait l'air détruit. Costume froissé, cheveux en bataille, barbe de plusieurs jours qui assombrissaient sa mâchoire. Ses yeux, d'ordinaire si froids et calculateurs, étaient injectés de sang, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demandai-je en gardant mes distances. « Je suis venu dire au revoir. » « Quoi ?» Il se leva, vacillant légèrement,
et marcha vers moi. Il sentait l'alcool et ce tabac cher qui ne me réconfortait plus comme avant. On m'a proposé une opération énorme, très grosse, le contrôle d'une route internationale de contrebande qui passe par Lisbonne et Rio de Janeiro. C'est l'opportunité de ma vie, Iago. Je pourrais devenir l'un des capos les plus puissants d'Italie. Alors félicitations, dis-je, avec une amertume que je ne pus cacher. J'espère que ça en vaut la peine. Mais ça a un prix. Je dois couper tous les liens ici. Tous, y compris toi. Je ris, un son creux et sans joie. Et c'est pour ça que tu es venu? Pour me dire que tu vas me quitter? Tranquille, Enzo. C'est moi qui t'ai quitté en premier, tu te souviens? Tu ne m'as pas quitté, dit-il, en s'approchant si près que je sentis sa chaleur. Tu étais... Blessé, à juste titre. Mais tu ne m'as pas quitté. Parce que tu ne peux pas. Tout comme moi, je ne peux pas te quitter. Tu as tué mon oncle. Je sais. Et je vivrai avec cette culpabilité jusqu'à la fin de mes jours. Mais je ne peux pas revenir en arrière, Iago. Je ne peux pas changer ce que je suis, ni ce que j'ai fait. Je peux seulement t'offrir la vérité. Je t'aime. Je t'aime d'une façon tellement tordue et foutue que ça me terrifie. Et c'est précisément pour ça que je dois te laisser partir. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues avant que je puisse les retenir. Si tu m'aimais, tu ne m'aurais pas menti depuis le début. Si je ne t'aimais pas, je ne t'aurais pas protégé de chaque menace que tu as affrontée. Si je ne t'aimais pas, je n'aurais pas tué 6 hommes qui prévoyaient de t'utiliser pour m'atteindre. Si je ne t'aimais pas, je ne serais pas là, en train de me détruire de l'intérieur, sachant que le plus juste est de te libérer. Alors va-t'en, murmurai-je. Va-t'en et prends ta putain d'opportunité. Deviens le capot le plus puissant d'Italie. Seulement, ne reviens pas. Ne reviens pas parce que je ne sais pas si j'aurai la force de te repousser encore une fois. Il me regarda longuement, mémorisant chaque trait de mon visage. Puis il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait avant. Il s'agenouilla devant moi, prit ma main et la porta à ses lèvres, embrassant chaque phalange avec une tendresse qui me brisa le cœur. « Adieu, me amor », murmura-t-il dans un portugais imparfait qui me fit sangloter. Et il partit. Il se releva simplement et sortit de mon appartement, de ma vie, me laissant effondrer par terre avec le goût de mes propres larmes dans la bouche. Le lendemain, je reçus une enveloppe. À l'intérieur, un acte de transfert de propriété. Enzo m'avait légué la licoristerie. Il y avait aussi une lettre écrite de cette écriture parfaite que je connaissais si bien. Iago, ce magasin est à toi maintenant. Pino est au courant et t'aidera pour tout. Il y a assez d'argent sur le compte pour que tu en fasses un commerce légal si tu le souhaites, ou pour que tu le vendes et recommences ailleurs. J'ai joint des documents qui prouvent que tu n'as jamais eu connaissance des activités illégales qui y passaient. La police ne t'ennuiera plus. Tu es libre, quelque chose que je ne pourrai jamais être. Je t'aime, même si tu ne veux pas le croire. Prends soin de toi, Enzo. Mais la liberté ne ressemblait pas à ce que j'avais imaginé. Elle ressemblait à un vide immense que rien ne pouvait combler. 2 mois passèrent. Avec l'aide de Pino, je transformais la licoristerie en commerce légal. Les clients continuaient à venir, attirés par mon talent pour recommander les meilleurs vins et whisky. La vie continuait, monotone et prévisible. Mais les nuits étaient insupportables. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais ces yeux bleu-gris qui me regardaient comme si j'étais la seule chose qui comptait au monde. Puis, une nuit pluvieuse de novembre, tout changea. Je fermais le magasin quand j'entendis des coups de feu. Beaucoup. Je courus dans la rue et vis une scène de chaos. Voitures retournées, vitres brisées, corps au sol. Et au milieu de tout ça, Enzo, adossé à un mur, du sang jaillissant de son flanc. Je n'ai pas réfléchi.
J'ai couru vers lui, esquivant les balles et les cris, et je l'ai rattrapé avant qu'il ne tombe. « Qu'est-ce que tu fous ici, putain ?» criai-je, en pressant ma main contre la blessure. « Tu étais censé être parti. »« J'allais partir, » toussa-t-il en crachant du sang. « Mais je n'ai pas pu, pas sans m'assurer que tu étais en sécurité. Le clan Esposito, il prévoyait de t'attaquer. Il voulait t'utiliser pour m'atteindre. Tu es un idiot, pleurai-je en le traînant vers le magasin. Un idiot arrogant et suicidaire. Je sais, mais je suis ton idiot. Je l'ai traîné dans l'arrière-boutique, j'ai verrouillé la porte et je me suis occupé de la blessure. La balle avait frôlé ses côtes sans traverser. Pendant que je le bandais de mains tremblantes, il m'attrapa le poignet. « Iago, pardonne-moi, pour tout, pour ton oncle, pour t'avoir menti, pour t'avoir entraîné dans cet enfer. Tais-toi et laisse-moi te soigner. Je ne veux pas mourir sans que tu saches que tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans cette vie de merde. » « Tu ne vas pas mourir, dis-je avec rage. Je ne te laisserai pas mourir. » Et c'est là que je l'ai embrassé. Au milieu du sang et du chaos, je l'ai embrassé comme si c'était la dernière fois. Comme si le monde s'effondrait et qu'il était la seule chose qui me maintenait en vie. Après avoir embrassé Enzo, pendant que j'essayais d'arrêter l'hémorragie, la réalité m'a frappé avec la violence de celui qui sait qu'il pourrait le perdre pour toujours. Je l'ai gardé éveillé, lui parlant en portugais et en espagnol, me répétant qu'il allait survivre juste pour pouvoir me haïr et m'aimer encore une fois. Les minutes ont paru éternelles jusqu'à l'arrivée des sirènes. À Naples, les ambulances n'arrivent jamais tant que les tirs n'ont pas cessé. Mais cette nuit-là, la police a laissé passer les secouristes. Quelqu'un avait sécurisé le périmètre. Peut-être Enzo, peut-être la Camorra veillait encore sur les siens, même s'il était sur le point de tout abandonner. Je l'ai vu partir dans l'ambulance, sa main serrant la mienne avec une force désespérée. Il n'a rien promis, il n'a rien demandé. Il m'a juste regardé avec ses yeux gris-bleus qui n'avaient plus le pouvoir de me terroriser, mais celui de me faire me sentir vivant. J'ai passé les jours suivants dans une attente atroce. Pino a fermé le magasin quelques mois. Nuit, prétextant des travaux. Le quartier s'est rempli de rumeurs. Certains disaient qu'Enzo était mort, d'autres qu'il avait fui l'Italie. Quelques-uns chuchotaient que désormais, j'étais le seul Brésilien à Naples que personne n'osait toucher. C'est dans cette incertitude que j'ai reçu un appel vidéo de ma mère, qui me demandait la météo et si j'avais des nouvelles de l'oncle Marcelo. J'ai failli éclater en sanglots, mais je lui ai souri, comme toujours. Le 3e jour, j'ai reçu une visite. C'était l'un des hommes d'Enzo, celui qui apportait les mots, sauf que cette fois, il était accompagné de 2 policiers en civil. « Martins, il est temps de choisir, » dit l'agent italien sans détour. « La Camorra ne te protégera plus très longtemps. Vital est entre la vie et la mort. Si tu témoignes, tu peux te sauver. Si tu te tais, tu coules avec eux. » Je n'ai pas répondu. J'ai regardé le magasin, la licoristerie qui était désormais à moi, les souvenirs flottant dans chaque recoin, sur chaque étiquette de whisky, sur chaque trace de sang que le lavage n'avait pas encore effacée. Je savais qu'Enzo avait tout préparé pour essayer de me sauver. Comptes légaux, documents, preuve que je n'avais jamais vraiment fait partie de l'organisation. Mais à ce stade, le danger était réel et la ville impitoyable. Cette nuit-là, après la visite de la police, la ville a explosé dans la violence. Le clan Esposito voulait la route du vin pour lui seul, et pour la première fois depuis longtemps, la guerre a débordé des ruelles pour s'étendre à tout le quartier. Les infos montraient des voitures en feu, des gens qui fuyaient, la police qui bloquait tous les accès à Sanita. Je me suis réfugié dans le magasin, tremblant, caché dans l'arrière-boutique, avec une batte de baseball entre les mains. J'ai pensé à Enzo, à sa solitude,
au poids de ses cicatrices, à l'insomnie qui le poussait à écouter des podcasts en portugais à l'aube. J'ai pensé à son père, à Marcelo, à toutes les histoires que je ne pourrais jamais lui demander ni clore. Et j'ai pensé à moi, essayant de survivre dans une terre qui ne serait jamais la mienne, aimant quelqu'un dont il ne restait plus que des rumeurs et des blessures. Ce fut à l'aube, quand tout sembla se calmer, que la porte grinça. Enzo entra, pâle et faible, soutenu par Pino et deux hommes qui n'étaient clairement pas des mafieux, mais de vieux amis loyaux. Il marcha vers moi d'un pas douloureux, mais déterminé. « Je t'avais dit que je n'étais pas bon pour toi », murmura-t-il en s'appuyant sur le comptoir. « Mais me voilà. On est toujours vivant, même si le monde insiste pour nous tuer. » Je me suis approché, pris de vertige, à l'idée de tout perdre à nouveau. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demandai-je, la voix au bord du cri. « Tu vas fuir à Lisbonne? Tu vas me laisser ici ?» Enzo Rit, toussant du sang. L'argent, la route, le pouvoir. Plus rien de tout ça ne m'importe, Yago. Je veux juste une nuit à tes côtés, sans mort, sans mafia, sans peur. On est resté là, sans rien dire. Pino a fermé la porte, les amis sont partis. Et pour la première fois depuis des semaines, nous étions seuls. Je me suis approché et je l'ai embrassé, lentement, avec le calme de celui qui connaît l'enfer. Ses mains tremblantes ont parcouru mes joues, mes bras, mes tatouages, et pendant un instant, nous avons tout oublié. Cette nuit-là, nous l'avons passée ensemble dans mon appartement, enlacés dans les vieux draps, partageant secrets et silences, cicatrices et désirs. Je lui ai demandé pour Marcelo, pour le Brésil, pour tout ce qu'il n'avait jamais osé raconter. Il m'a parlé de son enfance, de son père mafieux, de la solitude qui l'accompagnait même au sommet du pouvoir. Il m'a avoué que l'insomnie était moins cruelle quand il pouvait entendre ma voix, qu'il n'avait jamais connu la paix avant le jour où je l'avais défendu dans le magasin, risquant ma vie pour un inconnu. À l'aube, Naples silencieuse, après l'orage de balles, Enzo s'est assis à côté de moi et m'a tendu un billet d'avion pour le Brésil. « Je ne peux pas rester ici, murmura-t-il. Ils me chercheront, tôt ou tard. Mais je veux que tu viennes avec moi. » Je l'ai regardé, la décision pesant entre la peur et le désir. « Tu crois vraiment qu'on peut s'enfuir ?»« Je ne sais pas, sourit-il, mais je veux essayer. Et si on échoue, au moins on mourra ensemble, loin de cette ville qui ne connaît que le goût du sang et du whisky. » Je n'ai plus hésité. J'ai pris sa main et pour la première fois, j'ai senti que je lui appartenais par choix, pas par destin. Nous avons quitté Naples avec le soleil qui se levait sur les ruines d'une guerre qui n'était pas la nôtre. Le Brésil nous a accueillis avec la chaleur du littoral, le goût du vin doux et la promesse d'une nouvelle vie. Nous n'avons jamais été totalement libres. Les nuits apportaient encore des cauchemars et les souvenirs de ce que nous avions perdu. Mais ensemble, nous avons appris à vivre avec les cicatrices, à aimer malgré la peur, à nous choisir chaque jour sans garantie. Le passé nous poursuivait encore, mais nous laissions qu'il ne nous rattrape que pendant les nuits d'insomnie, en partageant des histoires et des caresses sous le ciel chaud de Bahia. Peut-être étions-nous deux idiots. Peut-être le monde ne pardonne jamais à ceux qui osent lui voler un instant de bonheur. Mais au bout du compte, entre whisky et sang, nous avons trouvé quelque chose que ni la Camorra, ni la police, ni les fantômes du passé n'ont pu nous arracher. Notre amour nous appartenait. S'il te plaît, mets un like et abonne-toi à la chaîne si cette histoire t'a touché. Dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu as écouté ça et donne ta note de 0 à 10 pour Entre whisky et sang. Ton avis est essentiel. Ils m'ont laissé partir avec un avertissement. J'avais une semaine pour décider si je collaborais ou si j'affrontais les conséquences. Je suis sorti du commissariat en tremblant, sentant les murs du monde se refermer autour de moi. Cette nuit-là,
Enzo est apparu dans mon appartement. Je ne sais pas comment il est entré, mais quand je suis arrivé, il était là, assis sur mon vieux canapé, une bouteille de whisky à moitié vide à la main. Il avait l'air détruit, costume froissé, cheveux en bataille, barbe de plusieurs jours qui assombrissait sa mâchoire. Ses yeux, d'ordinaire si froids et calculateurs, étaient injectés de sang, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demandai-je en gardant mes distances. « Je suis venu dire au revoir. »« Quoi ?» Il se leva, vacillant légèrement, et marcha vers moi. Il sentait l'alcool et ce tabac cher, qui ne me réconfortait plus comme avant. On m'a proposé une opération énorme, très grosse. Le contrôle d'une route internationale de contrebande qui passe par Lisbonne et Rio de Janeiro. C'est l'opportunité de ma vie, Iago. Je pourrais devenir l'un des capots les plus puissants d'Italie. Alors félicitations, dis-je avec une amertume que je ne pus cacher. J'espère que ça en vaut la peine. Mais ça a un prix. Je dois couper tous les liens ici. Tous, y compris toi. Je ris, un son creux, et sans joie. Et c'est pour ça que tu es venu? Pour me dire que tu vas me quitter? Tranquille, Enzo. C'est moi qui t'ai quitté en premier, tu te souviens? Tu ne m'as pas quitté, dit-il, en s'approchant si près que je sentis sa chaleur. Tu étais blessé, à juste titre, mais tu ne m'as pas quitté. Parce que tu ne peux pas. Tout comme moi, je ne peux pas te quitter. Tu as tué mon oncle. Je sais. Et je vivrai avec cette culpabilité jusqu'à la fin de mes jours. Mais je ne peux pas revenir en arrière, Iago. Je ne peux pas changer ce que je suis, ni ce que j'ai fait. Je peux seulement t'offrir la vérité. Je t'aime. Je t'aime d'une façon tellement tordue et foutue que ça me terrifie. Et c'est précisément pour ça que je dois te laisser partir. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues avant que je puisse les retenir. Si tu m'aimais, tu ne m'aurais pas menti depuis le début. Si je ne t'aimais pas, je ne t'aurais pas protégé de chaque menace que tu as affrontée. Si je ne t'aimais pas, je n'aurais pas tué 6 hommes qui prévoyaient de t'utiliser pour m'atteindre. Si je ne t'aimais pas, je ne serais pas là, en train de me détruire de l'intérieur, sachant que le plus juste est de te libérer. Alors va-t'en, murmurai-je. Va-t'en et prends ta putain d'opportunité. Deviens le capot le plus puissant d'Italie. Seulement, ne reviens pas. Ne reviens pas parce que je ne sais pas si j'aurai la force de te repousser encore une fois. Il me regarda longuement, mémorisant chaque trait de mon visage. Puis il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait avant. Il s'agenouilla devant moi, prit ma main et la porta à ses lèvres, embrassant chaque phalange avec une tendresse qui me brisa le cœur. « Adieu, me amor », murmura-t-il dans un portugais imparfait qui me fit sangloter. Et il partit. Il se releva simplement et sortit de mon appartement, de ma vie, me laissant effondrer par terre avec le goût de mes propres larmes dans la bouche. Le lendemain, je reçus une enveloppe. À l'intérieur, un acte de transfert de propriété. Enzo m'avait légué la licoristerie. Il y avait aussi une lettre écrite de cette écriture parfaite que je connaissais si bien. « Iago, ce magasin est à toi maintenant. Pino est au courant et t'aidera pour tout. Il y a assez d'argent sur le compte pour que tu en fasses un commerce légal si tu le souhaites, ou pour que tu le vendes et recommences ailleurs. J'ai joint des documents qui prouvent que tu n'as jamais eu connaissance des activités illégales qui y passaient. La police ne t'ennuiera plus. Tu es libre. Quelque chose que je ne pourrai jamais être. Je t'aime, même si tu ne veux pas le croire. Prends soin de toi. Enzo. » Mais la liberté ne ressemblait pas à ce que j'avais imaginé. Elle ressemblait à un vide immense que rien ne pouvait combler. 2 mois passèrent. Avec l'aide de Pino, je transformais la licoristerie en commerce légal. Les clients continuaient à venir, attirés par mon talent, pour recommander les meilleurs vins et whiskies. La vie continuait,
monotone et prévisible. Mais les nuits étaient insupportables. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais ces yeux bleu-gris qui me regardaient comme si j'étais la seule chose qui comptait au monde. Puis, une nuit pluvieuse de novembre, tout changea. Je fermais le magasin quand j'entendis des coups de feu. Beaucoup. Je courus dans la rue et vis une scène de chaos. Voitures retournées, vitres brisées, corps au sol. Et au milieu de tout ça, Enzo, adossé à un mur, du sang jaillissant de son flanc. Je n'ai pas réfléchi. J'ai couru vers lui, esquivant les balles et les cris, et je l'ai rattrapé avant qu'il ne tombe. « Qu'est-ce que tu fous ici, putain ?» criai-je en pressant ma main contre la blessure. « Tu étais censé être parti. » « J'allais partir, toussa-t-il en crachant du sang. Mais je n'ai pas pu. Pas sans m'assurer que tu étais en sécurité. Le clan Esposito, il prévoyait de t'attaquer. Il voulait t'utiliser pour m'atteindre. Tu es un idiot, pleurai-je en le traînant vers le magasin. Un idiot arrogant et suicidaire. Je sais, mais je suis ton idiot. Je l'ai traîné dans l'arrière-boutique, j'ai verrouillé la porte et je me suis occupé de... La blessure. La balle avait frôlé ses côtes sans traverser. Pendant que je le bandais de mains tremblantes, il m'attrapa le poignet. « Yago, pardonne-moi. Pour tout. Pour ton oncle. Pour t'avoir menti. Pour t'avoir entraîné dans cet enfer. Tais-toi et laisse-moi te soigner. Je ne veux pas mourir sans que tu saches que tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans cette vie de merde. Tu ne vas pas mourir, dis-je avec rage. Je ne te laisserai pas mourir. » Et c'est là que je l'ai embrassé. Au milieu du sang et du chaos, je l'ai embrassé comme si c'était la dernière fois. Comme si le monde s'effondrait et qu'il était la seule chose qui me maintenait en vie. Après avoir embrassé Enzo pendant que j'essayais d'arrêter l'hémorragie, la réalité m'a frappé avec la violence de celui qui sait qu'il pourrait le perdre pour toujours. Je l'ai gardé éveillé, lui parlant en portugais et en espagnol, me répétant qu'il allait survivre juste pour pouvoir me haïr et m'aimer encore une fois. Les minutes ont paru éternelles, jusqu'à l'arrivée des sirènes. À Naples, les ambulances n'arrivent jamais tant que les tirs n'ont pas cessé. Mais cette nuit-là, la police a laissé passer les secouristes. Quelqu'un avait sécurisé le périmètre. Peut-être Enzo, peut-être la Camorra veillait encore sur les siens, même s'il était sur le point de tout abandonner. Je l'ai vu partir dans l'ambulance, sa main serrant la mienne, avec une force désespérée. Il n'a rien promis, il n'a rien demandé. Il m'a juste regardé avec ses yeux gris-bleus qui n'avaient plus le pouvoir de me terroriser, mais celui de me faire me sentir vivant. J'ai passé les jours suivants dans une attente atroce. Pino a fermé le magasin quelques nuits, prétextant des travaux. Le quartier s'est rempli de rumeurs. Certains disaient qu'Enzo était mort, d'autres qu'il avait fui l'Italie, quelques-uns chuchotaient que désormais j'étais le seul Brésilien à Naples que personne n'osait toucher. C'est dans cette incertitude que j'ai reçu un appel vidéo de ma mère, qui me demandait la météo et si j'avais des nouvelles de l'oncle Marcelo. J'ai failli éclater en sanglots, mais je lui ai souri, comme toujours. Le 3e jour, j'ai reçu une visite. C'était l'un des hommes d'Enzo, celui qui apportait les mots, sauf que cette fois, il était accompagné de 2 policiers en civil. « Martins, il est temps de choisir, » dit l'agent italien sans détour. « La Camorra ne te protégera plus très longtemps. Vital est entre la vie et la mort. Si tu témoignes, tu peux te sauver. Si tu te tais, tu coules avec eux. » Je n'ai pas répondu. J'ai regardé le magasin, la licoristerie qui était désormais à moi, les souvenirs flottant dans chaque recoin, sur chaque étiquette de whisky, sur chaque trace de sang que le lavage n'avait pas encore effacée. Je savais qu'Enzo avait tout préparé pour essayer de me sauver. Comptes légaux, documents, preuve que je n'avais jamais vraiment fait partie de l'organisation.
Mais à ce stade, le danger était réel. Et la ville, impitoyable. Cette nuit-là, après la visite de la police, la ville a explosé dans la violence. Le clan Esposito voulait la route du vin pour lui seul. Et pour la première fois depuis longtemps, la guerre a débordé des ruelles pour s'étendre à tout le quartier. Les infos montraient des voitures en feu, des gens qui fuyaient, la police qui bloquait tous les accès à Sanita. Je me suis réfugié dans le magasin, tremblant, caché dans l'arrière-boutique, avec une batte de baseball entre les mains. J'ai pensé à Enzo, à sa solitude, au poids de ses cicatrices, à l'insomnie qui le poussait à écouter des podcasts en portugais à l'aube. J'ai pensé à son père, à Marcelo, à toutes les histoires que je ne pourrais jamais lui demander ni clore. Et j'ai pensé à moi, essayant de survivre dans une terre qui ne serait jamais la mienne, aimant quelqu'un dont il ne restait plus que des rumeurs et des blessures. Ce fut à l'aube, quand tout sembla se calmer, que la porte grinça. Enzo entra, pâle et faible, soutenu par Pino et deux hommes qui n'étaient clairement pas des mafieux, mais de vieux amis loyaux. Il marcha vers moi d'un pas douloureux, mais déterminé. « Je t'avais dit que je n'étais pas bon pour toi », murmura-t-il en s'appuyant sur le comptoir. « Mais me voilà. On est toujours vivant, même si le monde insiste pour nous tuer. » Je me suis approché, pris de vertige à l'idée de tout perdre à nouveau. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demandai-je, la voix au bord du cri. « Tu vas fuir à Lisbonne ? Tu vas me laisser ici ?» Enzo rit, toussant du sang. « L'argent, la route, le pouvoir, plus rien de tout ça ne m'importe, Yago. Je veux juste une nuit à tes côtés, sans mort, sans mafia, sans peur. On est resté là, sans rien dire. » Pino a fermé la porte, les amis sont partis, et pour la première fois depuis des semaines, nous étions seuls. Je me suis approché et je l'ai embrassé, lentement, avec le calme de celui qui connaît l'enfer. Ses mains tremblantes ont parcouru mes joues, mes bras, mes tatouages, et pendant un instant, nous avons tout oublié. Cette nuit-là, nous l'avons passée ensemble dans mon appartement, enlacés dans les vieux draps, partageant secrets et silences, cicatrices et désirs. Je lui ai demandé pour Marcelo, pour le Brésil, pour tout ce qu'il n'avait jamais osé raconter. Il m'a parlé de son enfance, de son père mafieux, de la solitude qui l'accompagnait même au sommet du pouvoir. Il m'a avoué que l'insomnie était moins cruelle quand il pouvait entendre ma voix, qu'il n'avait jamais connu la paix avant le jour où je l'avais défendu dans le magasin, risquant ma vie pour un inconnu. À l'aube, Naples silencieuse, après l'orage de balles, Enzo s'est assis à côté de moi et m'a tendu un billet d'avion pour le Brésil. « Je ne peux pas rester ici, murmura-t-il. Ils me chercheront, tôt ou tard. Mais je veux que tu viennes avec moi. » Je l'ai regardé, la décision pesant entre la peur et le désir. « Tu crois vraiment qu'on peut s'enfuir ?»« Je ne sais pas, sourit-il, mais je veux essayer. Et si on échoue, au moins on mourra ensemble, loin de cette ville qui ne connaît que le goût du sang et du whisky. » Je n'ai plus hésité. J'ai pris sa main et pour la première fois, j'ai senti que je lui appartenais par choix, pas par destin. Nous avons quitté Naples avec le soleil qui se levait sur les ruines d'une guerre qui n'était pas la nôtre. Le Brésil nous a accueillis avec la chaleur du littoral, le goût du vin doux et la promesse d'une nouvelle vie. Nous n'avons jamais été totalement libres. Les nuits apportaient encore des cauchemars et les souvenirs de ce que nous avions perdu. Mais ensemble, nous avons appris à vivre avec les cicatrices, à aimer malgré la peur, à nous choisir chaque jour sans garantie. Le passé nous poursuivait encore, mais nous laissions qu'il ne nous rattrape que pendant les nuits d'insomnie, en partageant des histoires et des caresses sous le ciel chaud de Bahia. Peut-être étions-nous deux idiots. Peut-être le monde ne pardonne jamais à ceux qui osent lui voler un instant de bonheur. Mais au bout du compte, entre whisky et sang, nous avons trouvé quelque chose que ni la Camorra, ni la police, ni les fantômes du passé n'ont pu nous arracher.
Notre amour nous appartenait. S'il te plaît, mets un like et abonne-toi à la chaîne si cette histoire t'a touché. Dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu as écouté ça et donne ta note de 0 à 10 pour Entre Whisky et Sang. Ton avis est essentiel.